pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, tend l'oreille aux racines des sources. Tend l'oreille aux racines des sources, tend l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors, bienvenue à l'émission Les Racines des Sources, où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs de notre pays, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité a traversé les mers et même les États-Unis pour venir s'installer ici. Accueillez M. John Egena. Bonsoir, John. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Oui. Bon, John, toi, tu habites à Saint-Adrien dans le rang 10. Le rang 10, oui. Ça fait Oui. combien d'années? Oh, 50 ans, on demeure là. 50 ans. Donc, si je vois, tu n'es sûrement pas né à Saint-Adrien. Non. Tu es né... Non, j'ai venu au monde à une petite île dans la mer d'Irlande, si tu veux appeler des îles de Man. OK. Puis j'ai venu au monde là en 1944. OK. Puis, 6 mois plus tard, ma famille est émigrée. On est retourné en Allemagne. On était en Angleterre durant la guerre. La guerre est finie. On est retourné en Allemagne. Donc, j'ai grandi en Allemagne de 45 jusqu'à 56. Donc, 12 ans. OK, parce Avec que... des parents d'Allemagne. J'étais des parents allemands. J'ai né en Angleterre avec des parents allemands qui étaient là illégalement, si tu veux. Ton père et ta mère étaient allemands. Oui. OK. Ton père était américain? Aussi américain-allemand. Et allemand. Oui. OK, Oui. parce qu'il s'était marié. Compliqué un peu, oui, c'est ça. Lui était né en fait, il était né en Allemagne, puis à 2 ans, sa famille émigré aux États-Unis. Ah! Là, il voyageait partout dans le monde. Ah, ben oui. Puis, au bout je pense qu'il a perdu son citoyenneté américain parce qu'il ne pouvait plus retourner. Donc, OK. il s'est trouvé pour échapper Hitler dans le temps de Deuxième Guerre. Il OK. est rendu en Angleterre. Puis là, on était mis dans une camp internement, comme on fait avec des Japonais ici au Canada. Oui, oui. Donc, j'ai né dans un camp comme ça, sur une île de Man. Ben, voyons donc. Puis quand la guerre était finie, voilà, ils ne voulaient plus payer des frais, des free lunch. Puis on s'est réchappé en Allemagne, OK. au lieu des États-Unis, comme mon père voulait. OK. Puis là, j'ai grandi là. Fait que toute votre famille suivait à ce moment-là, là? Oui, on était 2 frères et une sœur, on est 4 enfants. Puis, ouais, Toi, ouais, t'es-tu le plus jeune? le plus jeune, oui. Le cadet. plus jeune. Alors, Ouais. OK. Fait que là, vous êtes retourné en Allemagne un bout, Ouais. puis vous avez vécu là tout le temps? Oui, on est rendu en Allemagne en 1945. Grandi là, à l'école primaire. Mon père, en fait, était mort, il est décédé en 1947, donc très jeune dans ma vie. J'étais juste 3 ans. Oh, mon donc, c'est Dieu. resté ma mère avec 4 enfants. Oh, en Allemagne, En dans Allemagne, ces temps-là. c'est Ça ça. ne doit pas être si facile que ça, là, parce qu'après la guerre en Allemagne... Oui, c'est ça. Mais pour les enfants, on ne voit pas tout ça. Ah, non? Je suis des parents qui ont souffert pas mal, mais comme enfants, on joue. OK. Il n'y avait pas de grosses différences là, pour toi, là, pour les... Bon, ouais, je sais pas, la pauvreté, ou je sais pas. oui, en rétrospect, tu vois ces choses-là, mais en fait, tout le monde était pauvre. Donc, il n'y en a pas de pauvreté parce qu'on est tous pauvres. On était tous pareils, si vous voulez. Oui, oui, OK. Il y a peut-être une anecdote trop, quand même, bizarre de cette période-là, juste vite. Il n'y avait pas d'hommes. Parce que les Russes ont pris... Oui, les Russes ont... Avec la guerre finie, les Allemands étaient des perdants. Ben oui. Il y a beaucoup d'Allemands qui étaient shippés vers la Sibérie, des millions. Puis donc, dans mon voisinage, campagnard quand même, mais un genre de centre aussi réfugié avec, mettons, une cinquantaine d'appartements style. Puis c'est toutes des femmes avec des enfants. Il y Donc avait j'ai pas grandi d'hommes. avec... Non, pas d'hommes, pas en tout.
des hommes est revenu de la guerre en 52, mettons à peu près, avec une brode et un trou ici, Puis là, des choses changé. Mais avant ça, on a joué, on allait dans les maisons, on pouvait manger à la voisine. Tout le monde était vraiment meilleur enfant. On était libre. Ouais, c'est ça. C'est un monde de femmes avec Pas d'autorité, puis on pouvait jouer. Responsabilité. Vis-à-vis de la situation, oui, on était quand même cool, mais on était libre, oui. Puis là, tu as fait ton primaire là? Ou... Oui, j'ai fait primaire là, puis oui, j'ai pris un temps de conservatoire. En tout cas, puis rendu à 5e année à peu près, tu sais. Ouais. Puis en 56, là, en Allemagne. Puis après, vous avez... Là, juste pour dire, mon père, quand il mourait, il disait, ben, jeune femme, tu faut aller en Amérique. Donc, après son décès, ma mère a essayé pour aller aux États-Unis, mais c'est difficile, une mère avec 4 enfants. C'est pas un médecin, c'est pas un ingénieur. C'est ça. Surtout, vous étiez des Allemands, vous étiez peut-être pas si bien reçus aux États-Unis. Pas si pire. On était parrainés. En fait, on était parrainés un peu comme des boat people de Vietnam. Oui. On était parrainés par une église à Cincinnati, Ohio, épiscopale. On était leur famille. Donc, on est arrivé en 56. Par avion, on est venu aux États-Unis, comme ça. Aux États-Unis, à Cincinnati, par là, vous étiez les 3 enfants, tu disais? On était 4. 4 plus la maman. Vous êtes arrivés aux États-unis à Cincinnati en 56. C'est ça. Puis là, saviez-vous la langue? Non. Oui, mes frères, ils étaient plus vieux. Donc, ils ont vécu à Île-de-Man, en Angleterre, jusqu'à 9 ans. Ils sont 9 ans plus vieux que moi. Donc, moi, je parlais aucune langue. Ma langue maternelle, en fait, c'est probablement allemande. Oui. Mais pour eux, c'est vraiment anglais. OK. Donc, tout le monde, quand on a déménagé les États-Unis pour m'aider, tout le monde switchait en anglais. Okay. Donc, tout le monde restait en anglais à la maison. Parfait. Puis l'allemand était rayé. Donc, j'ai appris assez vite, 3 mois. Puis, contrairement à le français. Là, ta mère était seule, là, si je comprends bien. Ton père t'a décédé. De quelle façon vous avez survécu? Elle faisait quoi comme métier? Quand on a immigré, elle était comme 600 pièces dans sa poche, puis 2 violons, puis 4 enfants. Ça, c'est classique immigré des années-là. On ne voit pas ça aujourd'hui. Vous connaissiez personne là-bas, sauf la consécration? L'Église nous parrainait. Ils trouvaient des appartements, ils trouvaient une job pour ma mère aussi. Ah oui. Et donc, elle et ma mère étaient une violoniste, si tu veux. De concert, puis il donnait des cours de violon et tout ça. Il faisait sa vie avec ça. Puis là, les États-Unis, c'était un peu difficile. Il est devenu un travail social pour aider des autres immigrés comme elle-même. Donc, elle était très douée à ça. Puis, donc, il faisait ça pour le reste de ses jours. Que là, toi, tu as fini tes études primaires aux États-Unis ou c'était réglé, ça? Oui, kind of. En Allemagne, j'ai été jusqu'au 5e. Puis j'ai resté pris. J'ai fait 2e, 5e. J'étais dans la 2e fois. Puis quand ma mère disait, « Hey, voulez-vous aller aux États-Unis? Levez vos mains si vous ne voulez pas aller, mais c'est démocratique chez nous. » Donc, on a tous levé les mains. Puis pour moi, j'étais en train de coller la 2e fois mon 5e année. C'était pas le moment à partir. Mais les États-Unis, ils m'ont mis dans le 6e tout de suite. Donc, c'était une amélioration. Puis comment que ça se passait? J'étais comme beaucoup d'immigrés, j'étais mettons, à Montréal, comme à Saint-Henri, des quartiers pauvres. Donc, j'ai grandi. Notre appartement était ça. Donc, j'étais entre des gens du sud de Kentucky, des hillbillies, si tu veux, un voisinage hillbilly. Puis au nord de moi, c'était un voisinage noir, un ghetto noir. Puis j'étais dans un bloc neutre. Donc, mon première école, c'est dans une école noire. J'étais shippé à l'école. J'étais le seul blanc dans l'école. Puis ça... C'était moins drôle les premières journées, parce que je suis habitué des blancs noirs. Je ne savais pas que j'étais blanc. Je ne savais pas que j'étais allemand non plus. C'est ça. On rencontre juste en rétrospect. C'est anyway, ça se passait bien, puis t'es accepté, puis t'es bien. Au secondaire après. Oui, puis il vous a comment que vous étiez accueillis là-bas, vu que vous étiez des Allemands, en théorie, vous étiez des ennemis, en tout cas jusqu'en 1945. As-tu senti quelque chose là-dessus? Ou tes frères, peut-être plus vieux? L'intimidation? Dans le public, non. Tu n'as jamais eu de négativité face à l'Allemagne ou choses comme ça. Non. C'est un peu plus difficile quand j'allais à l'école secondaire, qui était comme 70% juifs. Puis là, j'ai appris comme un peu, bon, je savais pas, j'étais le fils de Hitler ou Eichmann ou quoi. Donc, c'est des petites histoires qui promenaient. Puis je me souviens, je sortais avec une belle fille
Puis elle était juif, puis moi, c'était aucune différence pour moi. Je ne savais même pas si c'était juif. J'ai jamais... Donc, mais j'étais obligé de rencontrer elle comme 3 blocs plus loin de la maison parce qu'il peut sortir avec moi. Il aurait été mal vu. Tes parents étaient très frais parce qu'eux ont vécu peut-être en Auschwitz, à différents camps de concentration. Donc ça, c'était vivant. Mais moi, j'étais jeune, donc protégé à 12 ans, tu n'es pas capable, mais tu te rends compte qu'il y en a quelque chose comme une marque de Caïn, si tu veux, ici, une marque sur toi, parce que tu es en Allemagne. J'ai saisi ça dans l'école secondaire, puis j'ai pris la leçon de vivre avec ça, puis gérer ça. Tu étais low profile. Ouais, c'est ça. Mais j'ai un accent allemand, j'ai encore un accent ailleurs, mais... OK. Autre sorte Fait que là, tu as fait ton high school, j'imagine, ouais, c'est ça? j'ai fait l'école secondaire là-bas, à Cincinnati, c'est ça? Oui. Ça, c'est au nord, hein? Cincinnati, Ohio, c'est pas loin de Chicago, c'est sud de là, dans le Midwest, c'est plus là. OK, parfait. Puis là, tu fais ton high school là. Par la suite, Par la suite, j'allais à l'université là aussi, OK. dans Cincinnati, puis j'ai fait un bac en économie, Ah oui, puis quand même. presque un bac en sciences politiques aussi. Ah oui, quand même, oui. Puis de là, j'ai fait 4 ans là, pas des grandes anecdotes des études. Mais là, on dit souvent que les études, ça coûte cher aux États-Unis. Ta mère était capable de pourvoyer à tout ça, Dans les le temps, études. c'était pas si cher que ça, Alain. c'était pas Non, on a travaillé des étés. J'ai réparé des toasters, fait des forklifts dans des entrepôts. Tous les étés, on travaillait pour payer pour les études. Non, les études étaient 400-500 piastres peut-être par année, chose comme ça. Puis je restais chez nous. Puis ici, c'est ça. Puis tes frères aussi ont été ils passaient par là. à l'université. Oui, ils passaient par le militaire. Puis dans le temps, le militaire, quand tu sortais de militaire, ils étaient payés tes études. Donc, eux, ils rentraient dans l'armée américaine. Un an après, ils sont venus aux États-Unis. Ils étaient réchippés en Europe, dans un uniforme américain. Puis, non, ils ont fait des études aussi, comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Puis, les États-Unis, le mérite, si tu as des bonnes notes à l'université, au-dessus de 90, tu roules sur des bourses. OK. Donc, les premiers 2 ans, de moyenne, mettons. Ouais. Puis les dernières, j'ai saisi cet aspect-là. Puis les derniers 2 ans à l'université, j'ai roulé des 90 et plus. Alors, j'ai fait payer pour aller à l'école. C'était cool. OK. Fait que là, tu as fait ton bac en économie, tu dis. Oui. Là, à cet endroit-là. Oui. OK. Puis par la suite, tu as travaillé dans ce domaine-là? Ouais. Moi, j'ai été plus intéressé dans les sciences politiques, en fait, d'un côté de... C'est dans le temps de libération des pays en Afrique, tout ça. C'est de la libération des années 60. Oui. Puis, donc, j'étais plus axé vers la diplomatie, cause internationale. Donc, j'ai appliqué on est dans quelles 60. années? J'ai fini à high school en 63. Fait que là, c'est le Vietnam et tout ça. Là. J'étais dans le draft. Ah oui, là, vous étiez là-dedans, là. Oui. OK, fait que c'est sûr qu'au niveau politique, ça devait grouiller. Oui, c'était la conscription. Moi, j'ai été comme appelé pour aller dans l'armée. C'est vrai? 2 différentes fois. Puis j'ai échoué mes examens. Moi, je m'arrangeais pour échouer des examens, pour ne pas aller à Vietnam, pour faire tuer des gens, parce que je suis quand même pacifiste, après avoir vu, après la guerre et tout ça, envoyer des destructions et tout ça. Donc, c'était pas mon... Tu as été exempté, tu as réussi à t'exempter de ça. En faisant échouer des tests et... Oui, c'est surtout avec asthme, j'ai eu des attaques asthmatiques. Puis l'armée, c'est ça, c'était pas acceptable. Donc, je sortais de là, oui. Ah, ben mon Dieu, tu étais quand même chanceux. Puis, était étudiante aussi dans l'université, j'ai des bonnes notes, ils ne prennent pas. Donc, ils prennent des pauvres, ils prennent des mauvaises notes, puis ils prennent des ouvriers, mais ils ne prennent des élites. En tout cas, m'excuse, mais c'est un genre d'élitisme. Partout dans le monde, c'est comme ça un peu. Là. OK. Fait que là, tu t'es sauvé. Donc, on pensait d'une manière ou d'autre. Fait qu'au niveau, il y avait de l'ébullition là, aux États-Unis dans ces temps-là. Oui. Là, vous étiez... Les droits civils avec des Noirs, Ben oui. la guerre de Vietnam, de liberté d'expression dans les universités, en même temps qu'on a en Europe avec la Sorbonne. Donc, j'étais un peu dans tout ça. J'ai parti vers... Après l'université, j'allais à l'Université de Californie, Berkeley, dans les études asiatiques. Puis là, j'arrivais là en 67. Excuse-moi, les études asiatiques, c'est quoi? Là, au lieu des experts en Chine, j'ai fait tout, le Japon, Corée, Chine, tout ça, philosophie, histoire, political science. C'était genre pour une maîtrise ici, pour aller pour une maîtrise. Donc, j'arrivais là, c'est le
comment tu ça? L'été d'amour, de Summer of Love, Ouais, en 67. Ben Moi, oui, j'ai rêvé là, t'étais mais là. complètement innocent. Je sais pas c'était quoi, rien. Donc, j'ai rêvé là. À une école assez hot, puis qui était très revendicateur. Il y a des révolutions anti-guerre, des civil rights, puis on a marché presque toutes les semaines avec 20 000 personnes ici, puis là. Hey, c'était en ébullition, là, à cette Un époque-là. peu comme Forrest Gump. Tu as vu le film Forrest Gump? Oui, c'est un peu ça. C'est pas mal comme Forrest Gump. T'étais là-dedans, là. Tu tombé dedans par accident, comme tout ça. En rétrospect, ça semble comme un classique, mais en fait, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Ça devait être au niveau des idées. Ça devait être incroyable, mais en même temps difficile parce qu'il y avait la guerre, puis vous manifestiez toujours pour vos droits, là, finalement. Parce que oui, puis on a marché, on a assez arrêté des bateaux qui partaient pas. C'était une gang qui partait dans des radeaux de rubber boats, comme on dit ça, des petits radeaux, pour arrêter des immenses cruisers avec des soldats dessus, puis ils nous renversaient, puis là, le monde est revenu en nage. En tout cas, c'était beaucoup de monde. Fait que là, c'était ta période universitaire. 67, 68. OK. Puis là, après un an presque à Berkeley, c'était trop. C'était comme révolution, psychédélique, The Grateful Dead, Jimi Hendrix, du pot, du LSD. LSD était légal encore dans le temps. Tout ça, puis étudier le chinois un matin, assis à apprendre la chinoise. Puis tout ça, puis en même temps, c'était trop. Donc, j'ai lâché, j'ai retourné à Cincinnati. Donc, j'ai pas fini mon degré. C'est ça. Donc, j'ai pas fini mon degré à Berkeley. C'était assez. Un an était full vie, Puis presque fin de monde, le monde va finir, apocalypse pas loin. C'est tout ça. C'est très, très, très intense. Parce que West Coast, c'est en fin de monde. Tu peux juste retourner. Oui, c'est ça. Alors, tu as retourné? J'ai retourné. OK. Tu as à Cincinnati. Je m'ai inscrit à la même université parce que je ne voulais pas travailler. Dans le sens comme 9 à 5. Je n'étais pas prêt pour ça. Donc, je retourne à les études, puis j'ai allé en sciences politiques, dans le doctorat en sciences politiques. Parce que c'était une manière de faire payer. Donc, c'était un genre de job. C'était un professionnel un peu aussi. Puis, pas nécessairement, j'étais pas un intellectuel, plus que je voulais étudier, j'ai adoré étudier. Pas en tout, j'étais indiscipliné, j'ai étudié pas en tout, j'ai fait de la même, mais j'ai eu des bonnes notes. OK. Puis, donc, grâce à ça, c'est mes pays moi-même, comme ça. Tu travaillé dans ce domaine-là après? C'est ça. Donc, j'étais, comment tu dis ça? Pas associé, pas chargé de cours. J'ai eu un job. Quand j'ai retourné à Cincinnati, tu viens de Berkeley, on va te donner un job de chargé de cours de sciences politiques et le gouvernement américain. Donc, j'ai enseigné au gouvernement américain des lois, des constitutions, etc. Combien de temps? J'ai fait ça pour 2 ans. OK. Puis, j'ai me marié entre-temps, puis un court temps, avec dans le temps, puis c'est plus là. C'était marié 1 an et demi. OK. Puis, une anecdote, quand même, le Vietnam était encore là. Dans ce moment-là, quand j'ai enseigné, il disait des gens qui ont des notes en bas de 70 et peu de conscrits. Donc, 70 et plus, pas de conscription. Donc, quand j'étais chargé de cours, j'étais centaines d'élèves à 3 différentes classes. J'ai dit, je vous garantis, vous avez 70 et plus. Donc, c'était bon, mais la deuxième année, je devenais tellement populaire, parce que tout le monde gravitait vers ça. Puis là, j'ai essayé de monter jusqu'à B, jusqu'à 80. J'ai donné les meilleures notes, juste 90 et 80, mais il faut travailler. Donc, c'était comme une dynamique intéressante comme professeur, puis élève, mais évidemment, j'ai perdu mon job après ça. Parce que ça se fait pas. Trop altruiste. Après ça, bye! Qu'est-ce que tu as fait après? Ça, c'était en 69, j'imagine. Ouais. Puis après, tu t'es retrouvé là, où? Oui, j'ai déménagé à Boston pour changer de vie. Puis j'ai travaillé dans une banque comme un économiste, comme un sous-économiste, si vous voulez, dans une banque. J'ai fait 1 an de ça. Puis après ça, 1 an dans une école libre. Non, 2 ans dans une école libre. J'étais trésorier puis prof de whatever. C'était un genre de, comme Summerhill, vous avez entendu ça, un genre d'école libre. C'est ça, secondaire. Puis j'ai fait ça pas 2 ans, puis je restais dans une commune en même temps. Parce que là, il y avait des communes. Aussi. Là, il y avait partout. C'est ça. OK. C'était ça.
OK, là, tu es aux États-Unis, mais qu'est-ce qui t'a emmené à Saint-Adrien? Oui, C'est la question je fais de que là, je me mais dans la pose, commune, il faut des voyager, comme Jack Kerouac. On va aller en West Coast, j'ai déjà été, mais je vais aller encore. Je vais aller avec un beau Volkswagen. Puis, je suis à Washington State, puis il pleuvait. Puis, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas vivre dans plus. Je vais aller à Colorado. C'est toujours de soleil, des montagnes, c'est beau. Bon, j'arrive à Colorado, puis 2 mois plus tard, j'ai rencontré l'amour de ma vie, quoi. Qui était là, elle. Il est venu par hasard pour aller à Californie, puis il était un ami qui restait dans la même maison à Boulder, Colorado, sur la route. Donc, elle a arrêté là, puis... non, mais c'était pas une Américaine, là, on s'entend. Non, elle était une Québécoise. M'excuse. Mais oui, toi, tu connaissais-tu le Québec? Tu savais-tu c'était Non, où? je savais même pas c'était au Québec. Non, faut pas rire. C'est gênant quand même. Pour quelqu'un qui enseigne à gouvernement américain, histoire américaine. Non, rien. Vraiment rien. Mais je pense que c'était l'antécédent français, mais je n'ai pas pensé. Mais je pense que c'est Canada. C'est sûrement anglais. Il y en a peut-être des souches françaises. Fait que là, tu rencontres... Donc, j'ai arrêté elle, puis on restait 3-4 mois aux États-Unis, à Boulder. Elle a appris anglais, elle ne parlait pas anglais non plus. Moi, je ne parlais pas français. Donc, la communication... On était très occupés. Oui, c'était très bien. C'était plus physique. Oui. Ben, c'est une bonne manière de faire des racines. Puis là, on arrive à Québec en 60. Fait que là, elle dit, hey, moi, je reste au Québec. Il faut que je retourne à Québec. Mon père est malade. Je pense que c'était ça. OK. Puis en décembre, je pense. Puis avant. Mais ça va en novembre, puis préparer des vêtements pour moi pour Québec. J'étais suspicieux. Acheter une kit pour faire une jacket en duvet, épée d'amine pour Mount Everest, là. Ouais. C'est un bon... Oh boy, J'étais pas d'idée comme ça peut être fort d'amine. Donc, je suis arrivé avec mon nouvelle jacket pour l'Arctique. Aucune idée. En décembre, puis il était comme moins 15, moins 20. C'était un gros hiver, là. C'est le premier hiver. Mais c'est parfait. J'ai pas souffert de Puis froid. vous êtes arrivé... Donc, on est arrivé en décembre 72. 72 ici... À Québec, à Montréal. À Montréal au début. Parce que ma femme est montréalaise. Ouais. OK, vous êtes... OK. Donc, on est resté là, une mois ici, une mois là, à Val-David. Puis, à un moment donné, Lisette a rencontré quelqu'un dans une party. Puis, il est venu de Saint-Adrien. Puis, il disait, hey, quand tu es dans le coin, viens nous voir. Puis, c'est ça, je pense en février... On a fait un petit tour de Québec, puis il va me montrer la ville de Québec. Puis on est arrivé ici. Puis je me souviens de la lumière quand on descendait la côte de Ham-Nord. C'était super, c'était lumineux comme vallée. Wow! Tu sais, des Laurentides, c'était plus ombreux ici, entouré. Puis là, on est arrivé ici. Puis vous êtes installé là. Pas tout de suite. On est resté un peu dans une commune. Le monsieur est resté dans une commune. Puis moi, je ne tentais pas vraiment rester dans une commune encore parce que dans le temps, on partageait des femmes, des hommes, tout ça. Moi, je ne voulais pas partager. Donc, c'est ça. On est venu faire sirop d'érable avec eux en mars. Puis, on est trouvé une ferme à vendre, juste de l'autre côté de la vallée. On est allé voir ça. Puis, en mois de juin, on a acheté cette autre ferme-là. Une ferme de 300 acres, avec grange, tout ça. J'étais aucune idée de... Une ferme, Gentleman farmer, là. Non, même pas gentleman farmer. Moi, je voulais juste un arc ou deux pour mettre une maison, bâtir un dôme géodésique, de Whole Earth Catalog. Tu connais ces périodes-là. Puis des rêves, faire mon électricité moi-même avec des chutes. Puis c'est ça, mon vision était très frico. Oui. Puis en réalité, c'est là, j'ai une grange. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Là? De quelle façon que vous avez survécu? On a acheté un canard, une oie, un mouton, un chien, une vache. Puis on commençait tranquillement comme ça. Puis là, des chèvres sont venus. Puis pas trop loin après, on commençait des chèvres laitières. Je n'ai jamais vu une chèvre dans ma vie. Puis on commençait à faire des business de chèvres laitières en 73. Vendiez le lait, vendiez les chèvres. Oui, j'ai réglé mes statuts citoyens aussi. J'ai retourné les États-Unis. J'ai réémigré en 74 officiellement. Puis venu ici avec comme ma mère. J'étais
Le gars m'a demandé combien d'argent était dans ma poche. J'ai dit 50 piastres, mais un camion full d'outils. C'est bon. Fait Donc, que là, vous c'est un peu avez ça. fait combien de temps l'agriculture, entre guillemets? Oui, un peu bio dans le sens qu'on est d'alternatif, dans le sens qu'on va faire quelque chose de correct. On ne fait pas des chimiques, mais on ne savait rien plus que ça. Donc, c'est bien beau comme idée. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Alors, on est chèvres, on commence à tirer des chèvres des matins, des soirs, puis sortir des bébés, apprendre, apprendre vraiment de vie de cultivateur un peu plus. Pas 6 heures de matin, mais c'est plus comme 9 heures de matin, puis 9 heures de soir. Puis on vendait nos propres produits. On a appris à faire du marketing nous-mêmes. C'était tout nouveau à Québec dans le temps. Tu sais. OK, parce que là, vous avez tombé dans des chèvres plus spécialisées à un moment donné. Oui, on était les premiers à avoir des chèvres laitières sans savoir. Forrest Gump syndrome encore. On est venu ici, on fait le même nouveau avec 2, 3 autres mondes. On s'est organisé pour faire un genre de collectif. Puis ça, c'est fini à un moment donné dans une fromagerie. C'était une fromagerie Tournevanne. Et ça, c'était fait par un leader. C'était pas moi qui ai démarré ça. C'est René Marceau. Puis, j'aimerais savoir le regard que les gens avaient du village par rapport à vous autres, mettons, à cette époque-là. Est-ce que vous étiez bien reçus? Comment que ça se passait, les échanges? Tu sais, je parlais pas beaucoup de français au moment. Mais je me souviens, on allait au centre communautaire ici pour un bingo. Puis une des choses, c'était super. Je ne comprenais rien, bingo, rien non plus. Mais le monde dansait sur des tables, je te jure. Et buvait, c'était vraiment, vraiment fun comme monde. Vraiment, you know? Puis eux étaient quand même suspicieux vis-à-vis de la commune. Moi, je n'étais pas dans la commune, mais c'était parti de... J'étais nouveau arrivé, pareil, you know? Je sais, les locaux, ils passaient dans les rangs espérant voir des filles, se baigner tout nues dans le rang 7. Puis tous ces éléments-là, free sex, c'est intéressé. Des gens promenaient un peu. Mais ça, c'est juste marginaux. La plupart, c'était vraiment super gentil. Puis peut-être une drôle d'anecdote. Moi, je pense que j'ai été peut-être mieux reçu que les Québécoises qui sont venues de Montréal, étaient installées à Saint-André. Moi... Ils m'acceptaient comme différente. Parce que ton mais accent... eux et des autres, ils parlaient français comme eux, mais ils étaient bizarres. Je comprends. Donc j'ai toujours été... accepté plus facilement que... Comme immigré, adapté, j'étais habitué à adapter à d'autres choses, donc j'étais plus gentil, parce que c'est une bonne règle. Ben oui, puis toi, tu t'es adapté toute ta vie d'une place à l'autre, fait que pour toi, c'était assez facile de s'adapter ici. Tu souris beaucoup, puis j'ai essayé des mots, les premiers mots, du tabarnak, allez, puis tu sais, puis ça t'est fait tout de suite, tu es en train d'apprendre le français. C'est ça, puis il dit, mais c'est cool, tu cool, toi, tu sais. Ah, c'est bien. OK, c'est bien. Fait que là, tu as eu les chèvres longtemps, puis après, il y a eu comme une autre carrière qui s'est développée pour toi là, un peu plus tard. Oui. C'était plus dans... vers 78, on était tannés de faire du train avec du lait, tout ça. On était des chèvres Angora. On est allé à Texas. J'ai importé les premiers chèvres Angora au Québec, dans le temps, avec un groupe. C'est un autre groupe. Puis les aides, ils voulaient plus, au lieu de faire de lait, ils voulaient tisser, puis faire tout. Donc, moi, je cherchais d'autres domaines, retour à mes contacts dans les chèvres laitières. Puis, je joindre éventuellement le groupe de fromagerie Tournevanne à Chesterville, pas loin d'ici, avec mon vieux ami René Marceau, qui était comme déjà démarré cette usine-là avec 8 employés. Puis, mais il n'y en a pas de marché à Québec. Oui, c'était du fromage de chèvre, c'était assez innovateur quand même à cette époque-là. Ben, on était dans les chèvres, on parlait chèvres, terroir, respecter des gens qui, on sait, c'est dur d'élever des chèvres puis de travailler dans ça, comme horticulture, c'est dur. Puis donc, on voulait faire quelque chose de bien, tu sais, collectif, puis en même temps faire du fromage, puis avoir un jeu de ça. Donc, on vend de nos chèvres dans cet homme-là, puis lui aussi ailleurs, puis on s'est formé un coopératif. Des producteurs qui fournissent du lait à l'usine, la petite usine. Tu pourrais faire tout. Oui. Dans le début, on faisait tout. Lait, fait que là, vous fournissiez le lait à cette fromagerie-là, puis lui, il fabriquait du fromage. C'est ça, on faisait du fromage, des primaires, c'est ça. OK. Puis dans le début, on est vendu en place Anco, Cheese, après Saint-Villanjou, Saint-Hyacinthe. C'était des Français qui étaient intéressés
de voir de lait de chèvre faire des premiers fromages de chèvre. Oui, parce dans qu'au l'Amérique Québec, du Nord. au dans Québec, l'Amérique. ouais, en Amérique Même du les Nord. États-Unis, c'était vraiment, Ouais, c'était ouais. une compagnie Anco. Puis on faisait une private label, une ticket privé avec eux. Puis là, tranquillement, c'est venu à nous. Puis moi, j'ai embarqué un peu plus tard que le début. Puis donc, l'exportation. Donc, il dit, bon, cherche-t-on le marché pour voir qu'est-ce qui se passe out there. Donc, j'ai fait un voyage à New York, Boston, en tour pour voir possibilités. Puis quand j'ai revenu, il a dit, oui, il y en a des possibilités. Peut-être c'est difficile, mais c'est des possibilités. Puis voilà. Puis, je pensais être consultant de quelque sorte. Il dit, non, ben, on ne sait pas quoi faire avec ton information. Ben, pourquoi tu fais pas de... Pourquoi tu continues pas? C'est dommage. Il dit, je ne tentais pas être vendeur, moi, c'est représentante. Je pensais, ben non, voilà, c'est ça, rien. Alors, bon, j'ai pensé, donc, je suis devenu représentante de fromage extérieur de Québec, parce que lui faisait Québec, il dit, il faut aller ailleurs. Fait que Donc, toi, je suis la vendeur ailleurs. Aux États-Unis particulièrement. Oui, puis aussi le reste du Canada. Donc, Toronto jusqu'au BC, puis j'ai essayé Halifax, tout ça. Puis, évidemment, New York, c'est pas loin, c'est 16 heures, donc, des États-Unis. Puis, j'ai développé ces marchés-là tranquillement. Mon premier shipment, c'était comme 400 litres de fromage, de cheddar de chèvre, de fameux chèvre noir. J'ai mis dans mon station wagon avec une sleeping bag dessus. J'ai passé la douane, tout ça, mais illégalement. Je ne savais pas comment ça marchait. Puis j'ai livré mes films à fromage à New Jersey. You know? Ça, c'est mon première livraison réfrigérée avec une sleeping bag. Puis à la fin, c'était combien, mettons? Ça commence à la fin, on était près de 2 millions. C'est ça. On rendait à des Costco américains, des Whole Food Stores et tout ça. Puis on est dans les avions, on a fait des airlines, des Swiss Air, First Class, on vendait au White House, à Disneyland. On a été Fait que là, tu étais beaucoup aux États-Unis, puis tu vendais, Ouais, tu faisais surtout des ça. shows un peu partout. Là. C'est ça. Mon Dieu, OK, Puis ça ça a est bien venu comme fonctionné. tomber dans le bain. You know, c'était une chanceux de naissance des fromages artisans en même temps. Il y en a un autre dans les années 2000, un autre essor, mais là, c'est de primaire essor. Donc, on a monté avec cette vague-là. Puis, même temps d'exportation aussi, le dollar était moins valable comme aujourd'hui, 70 sous à peu près. Donc, on était avantageux côté-là. Puis tu travaillais de chez toi? Oui, chez nous. Tout le temps chez toi? Puis tous les mois, j'ai parti quelque part, à peu près, 2 mois. Puis 3-4 jours, mettons à New York, 3-4 jours à Chicago, Wow, c'était 3-4 la belle jours. vie, quand même. Oui, c'était super. Moi, j'adore ça. Ben oui, Puis t'as quand on fait allait des belles places, Lisette est venue avec moi, mettons, puis resté un couple de jours. Tu as fait ça combien de temps? Là? 20 ans. 20 ans, quand même. Ouais. OK, puis là, à un moment donné, tu as arrêté, t'étais... Ouais, c'est peut-être détail, mais en 2005, on a vendu Tourne-Vente, on est venu trop gros pour être petit, puis trop petit pour être gros. On était trop visible vis-à-vis des gros, puis on savait des grands poissons mangent petits poissons, puis notre moment est arrivé. Puis on rendu, faut changer d'usine parce que la structure était trop vieux, etc. C'est un grand investissement où se fait bouffer par des gros dans notre coin pour distribuer à Québec. Ben oui, bien sûr. Donc, c'était cool. On a décidé, on a vendu en 2005. On était 2 usines. On a vendu une usine de fromage d'Amafro, qui aujourd'hui, ça n'existe plus non plus, c'est AgroPure. Puis l'autre usine laitier, dans laquelle on faisait fromage dans une. Puis l'autre était high-tech, on faisait de lait de chèvre en bouteille. Peut-être, Vicky va savoir. Puis du yogourt, on faisait du beurre, puis on fait des nutraceutiques. Donc, on commence à aller dans le pharmaceutique, un espèce pour des bases de lactose et de fromage de chèvre. Tu as fini ta carrière C'est ça. avec eux. Oui, j'ai été vendu avec la machine. J'ai travaillé. Puis en 2010, j'ai arrêté. Fait que c'est là que tu as pris ta retraite. Oui. Puis là, présentement, tu vis sur ta terre, puis tu travailles Oui. le bois, et c'est mollo. Ben, c'est mollo. Oui, la terre est restée différent. pareille. On est revenu à la beaucoup de terre. travail, Alors, hein. grâce à tout ce temps-là, c'est ma femme puis mes enfants, ils pris soin. J'étais là, mais j'étais pas là. Parce que c'était assez gros comme job de gérer beaucoup de clients comme ça. Puis, Bon, ben John, c'est malheureusement tout le temps. mais on est qu'on très a. bien. On n'est pas désolé. pressé. suis vraiment Mais j'ai désolé. encore très bien. Ben Puis je suis oui. content d'être ici. Tu vas rester avec nous parce qu'après Oui. la pause, ça va être les questions embêtantes. Ah, OK. Il y en a un verre de vin avec ça, comme Ah, tout bien le monde sûr. en parle.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu Crête, je suis un des fondateurs de la compagnie La Feuille Verte. La Feuille Verte a vraiment comme mission de démocratiser le chanvre et de l'emmener dans plusieurs produits de tous les jours. Le chanvre, c'est une plante qui est merveilleuse, qui a plusieurs utilités. Notre focus, c'est surtout les cosmétiques. Avec la compagnie Chanvre, on veut offrir des cosmétiques naturels, sains pour la famille. Puis, on veut s'assurer que ça soit sain aussi pour la nature. Alors, le chanvre répond à tous ces besoins-là. Il y a plusieurs propriétés intéressantes au niveau de la peau. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi des gâteries pour les animaux. On a des suppléments pour les animaux avec la marque Crocs. Et on fabrique aussi une boisson à base de chanvre qui s'appelle le kombucha. Tout ça fait en sorte qu'on essaie vraiment d'emmener de plus en plus de produits sur le marché avec cette merveilleuse plante qui est la première plante cultivée par l'homme. La compagnie a été fondée officiellement en 2004, mais c'est vraiment en 2017 que Danny Lefebvre, moi et 3 autres investisseurs ont décidé de racheter l'entreprise et de l'emmener à un autre niveau. Avant, c'était une petite entreprise qui avait seulement 2 employés. Maintenant, on a fait l'achat d'une usine qui est l'ancien abattoir La Colbex. On a une usine de plus de 65 000 pieds carrés. On engage plus de 50 personnes et on est très content de l'expansion. Le but dans le futur, c'est vraiment de focusser surtout sur les cosmétiques. C'est une de nos marques qui fonctionne très bien. On veut l'emmener plus à l'échelle canadienne, puis voire même aussi à l'échelle mondiale. Ça reste toujours un défi avec l'approvisionnement de matières premières, de produits naturels, mais on veut focusser là-dessus. C'est une des raisons aussi pourquoi on a plus de 220 acres en culture pour cultiver notre propre chanvre puis s'assurer d'avoir une intégration verticale. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter nos sites web. On a le site de la compagnie mère, c'est lafeuilleverte.ca. Pour les cosmétiques, c'est chanvre.co. Et pour les produits animaliers, c'est crocs.co. Pour ce qui est du kombucha, je vous invite à la meunerie, venir déguster un bon kombucha en merveilleuse compagnie. Je vous remercie. Merci et bonne journée. Et toujours à l'émission Les Racines des Sources, pendant la pause, notre invité a pigé une question embêtante. Alors, est-ce que tu es prêt, John? Oui. Quand la première fois, vous vous êtes fait « vous voyez », Une variance, oui. Quand je suis venu à Québec en 72, mettons, cette histoire m'est arrivée en 73. Je ne savais pas à quel point c'était comme colonisé, ou le code anglophonie, francophonie, plan d'Abraham, toute l'histoire québécoise qui est en train de prendre forme. J'ai allé à un bureau poste, je pense que c'était à Wharton ou à Saint-Camille, puis j'étais des cheveux longs, pas trop longs, j'étais pas capable de passer des cheveux trop longs. Anyway, puis jusqu'à là, avec moustache, tout ça, évidemment, pas en local. Puis quand je rentrais au bureau poste, je voulais juste avoir un thème, puis il m'est adressé comme sœur. Tu sais, puis il dit, ben là, j'ai regardé ça c'est comme vous voyez, mais c'est encore plus. Donc, j'ai regardé, sire, c'est quoi ça? Il était tout à fait sérieux, c'est comme humble parce que j'ai anglophone pour ma division, puis tu dis sire, les anglophones. C'est mon histoire. Bien, merci beaucoup, John, de ta participation. C'était vraiment super intéressant. Et on se revoit bientôt. Et avant de terminer, je vais faire une pensée de Alain Conscient qui dit « L'âge n'a pas d'importance, sauf si vous êtes un fromage. » Alors, merci beaucoup. Merci au public. Merci à l'équipe. Merci à John. Puis on se revoit bientôt. Grand plaisir. Merci. Ça a bien été. Merci, monsieur. Super.